Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Près de 6 ans après son adoption, le Togo et le Bénin viennent de s'accorder sur un protocole de mise en œuvre du règlement de la CEDEAO portant sur les réseaux de communication mobile dans ses États membres. Nous y étions, le compte rendu à suivre. Autre actualité dans cette édition, le Niger a annoncé vouloir concéder du gasoil au Togo dès décembre prochain. Le pays ne sera pas le seul bénéficiaire de l'initiative, le Burkina Faso et le Mali ne seront pas du reste. D'autres précisions sur le sujet dans un instant. Au-delà de nos frontières, actualité au Sénégal, après que sa radiation des listes électorales ait été supprimée, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, à nouveau candidat, a annoncé reprendre sa grève de la faim, le meilleur moyen actuel selon lui pour mettre la pression au gouvernement sénégalais et soutenir les détenus politiques. Puis, alors que le conflit israélo-palestinien se poursuit, des réflexions se mènent par la communauté internationale pour la sauvegarde des habitants de la bande de Gaza. Faire réfugier les Palestiniens au Sinaï reste une option à écarter. Le président égyptien s'y est opposé. C'est donc tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Ce mercredi, à l'issue de 2 jours de travaux conjoints, le Togo et le Bénin ont procédé à la signature d'un protocole portant sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance entre les deux pays. Qu'est-ce que cet accord vient changer dans le quotidien des consommateurs togolais, mais également béninois? Nous y étions et voici le compte rendu de Kofi Kliké et d'Alain Akoucha. La poignée de main. Elle est historique. Le Togo et le Bénin viennent de s'accorder sur un protocole de 23 articles portant sur la mise en œuvre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance entre les deux pays. Vous êtes en déplacement, vous devez communiquer. Vous devez continuer de travailler avec aujourd'hui le télétravail. Le blocage autrefois, c'est que pour communiquer à des tarifs agréables, vous êtes obligé chaque fois que vous êtes dans une capitale d'aller d'abord acquérir une carte SIM, ce qui fait que cela a des désagréments pour nos populations. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est que nous avons défini les moyens de l'application effective et sans faille du règlement, un ensemble d'éléments qui permet donc aux communautés de lever ce blocage. Ça veut dire que si je suis béninois et je viens au Togo, ou je suis togolais, je viens au Bénin, je dois pouvoir garder ma carte SIM et recevoir les appels qu'on m'envoie. Avec cette signature, ainsi que la mise en œuvre effective du protocole, le système classique de roaming sera mis à jour. Ceci avec une réduction drastique des coûts pour les clients en déplacement dans les deux pays respectifs. Un opérateur togolais notamment, quand ses abonnés sont au Bénin, les tarifs du mégaoctet tournent autour de 8 000, 9 000. Aujourd'hui, avec ce protocole d'accord, le mégaoctet est à 2,2 francs. Dans le cas du roaming classique, on vous appelle, vous décrochez, vous payez 240 francs par minute. Le protocole sur la base du règlement de la CEDEAO proclame la gratuité. Alors on passe de 240 francs la minute à 0 francs. Du moins les 30 premiers jours, quand le Togolais est en roaming au Bénin, alors les tarifs étaient autour de 300-400 francs suivant les opérateurs. Aujourd'hui, avec le roaming, on tourne autour de 90 francs. Cet accord entre les deux pays voisins, avec l'engagement pris de leurs différents opérateurs de téléphonie mobile, devrait déjà entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024. Pour l'heure, la Ligue des consommateurs se contente de saluer l'initiative. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que nous nous réjouissons de cette initiative bien que tardive et nous remercions les deux autorités qui ont pris cette initiative en rassemblant les opérateurs des deux pays pour s'entendre sur ce protocole aujourd'hui et nous proposer des choses très bonnes et qui pourront nous aider à réduire les frais de communication entre les deux pays. Et avec cette pression, les sociétés et les opérateurs vont mettre en œuvre cette décision. À titre de rappel, c'est le 16 septembre 2017, soit 6 ans en arrière, que la CEDEAO avait adopté le règlement portant sur l'itinérance sur les réseaux de communication mobile. Resté à date, il a fallu trouver une nouvelle stratégie pour sa concrétisation, celle de privilégier une mise en œuvre du règlement entre les pays membres 2 par 2, ce que viennent de concrétiser le Togo et le Bénin.
Et on en parlait dans les titres, le ministère nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie a annoncé mettre à la disposition du Togo 10 000 mètres cubes de gasoil. L'information a été communiquée à la direction générale de la société de raffinage Zender à travers un communiqué. On écoute les précisions sur le sujet avec ce reportage de Jessica Hallo et de Nadège Arlidia. Selon un courrier en date du 16 octobre 2023, et adressé au directeur général de la société de raffinage Zender, le ministère nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie a décidé d'octroyer au Togo et à 2 autres pays, dont le Burkina Faso et le Mali, 10 000 mètres cubes de gasoil chacun. Cette décision a été prise dans le cadre de la coopération avec ces 3 États et influencée par la tension de stock en cours sur le gasoil si l'on se fie au présent courrier. Les livraisons aux 3 États sont réparties sur 3 mois. Elles débuteront avec le Burkina Faso en octobre, par la suite en novembre le Mali, puis le Togo au mois de décembre. Le gasoil a été concédé à ces 3 États sur des conditions commerciales spéciales. Ces dernières n'ont pas été clairement précisées dans le courrier. Pourtant, il est facile de penser qu'un tel contrat rapport-coût serait plus avantageux s'il est effectué entre les 4 États. Par contre, les accords commerciaux avec les grandes multinationales occidentales sont bien plus onéreux. Tout autre sujet dans cette édition, malgré les efforts consentis par les autorités togolaises pour améliorer le climat des affaires et favoriser davantage l'investissement, les entreprises togolaises ont toujours du mal à avoir accès au financement. Qu'est-ce qui expliquerait cette situation? C'est ce sur quoi porte ce reportage. Il est signé Jessica Hallo, Nadège Arlidia. Chaque jour, de nouvelles entreprises naissent un peu partout au Togo. La plupart n'arriveront pas à croître ou s'éteindront par suite d'un manque de financement, malgré le fait que ces entreprises contribuent à renforcer le tissu économique du pays et sont à l'origine de la réduction du chômage à travers la création d'emplois. Elles sont pénalisées par la difficulté d'accès au crédit et prêts bancaires. La faute à des critères d'éligibilité trop stricts. Il s'agit d'analyser le caractère ou bien le comportement de l'entreprise, c'est le premier C. Le deuxième C, c'est de voir la capacité financière de l'entreprise. Le troisième C, c'est de voir le capital de l'entreprise. Le quatrième C, c'est le collatéral ou les garanties. Et le cinquième C, c'est les conditions, c'est-à-dire comment évolue par exemple le secteur d'activité dans lequel l'entreprise mène ses activités. Au-delà de ces critères d'éligibilité, les entreprises à la quête de financement sont également confrontées à d'autres défis. Les difficultés rencontrées lors des procédures d'emprunt. Du côté de la demande, c'est-à-dire du côté des demandeurs, on peut citer le fait que les entreprises ont des problèmes de gouvernance. C'est-à-dire, côté de l'organisation, ils ne sont pas assez bien organisés. Le deuxième problème qu'on peut aussi énumérer, c'est le problème de garantie. Aujourd'hui, les gens ne disposent pas de titres fonciers, ou bien n'ont pas de terrain, ou bien n'ont pas des équipements qui peuvent servir de garantie. Et aussi la qualité des dossiers de demande de financement. Souvent, les dossiers ne sont pas bien ficelés. Les informations que demande l'institution financière n'est pas bien structurée et organisée, ce qui rend difficile l'analyse et la prise de décision. Ces limites ne s'observent pas qu'au niveau des demandeurs. Les institutions d'accompagnement financier n'en sont pas épargnées. Du côté de l'offre, il faut préciser que les produits financiers sont pas très bien adaptés. Les produits financiers ne sont pas très bien adaptés aux besoins des entreprises. Par exemple, tu peux trouver une banque qui fait un crédit de court terme à une entreprise qui veut, par exemple, faire un investissement. Or, on sait que l'investissement nécessite des financements qui ont un délai de remboursement beaucoup plus long. Le deuxième point, c'est le coût des formalités de crédit. Tous ces coûts-là viennent grever le poids de la dette sur l'entreprise. Donc, ça ne va pas à l'avantage de l'entreprise. Nous pouvons également parler du taux d'intérêt qui est jugé très élevé pour les entrepreneurs, par exemple. Au vu de tout ceci,
Il urge donc de multiplier davantage les cadres d'échange entre les entreprises demandeurs de financement et les structures d'appui financier. Ceci en vue de pouvoir non seulement adapter l'offre à la demande, mais également amener les entreprises togolaises à intégrer une culture entrepreneuriale complète et compétitive. Renforcer la cybersécurité au Togo reste un réel défi, surtout en raison du manque d'intérêt et de sensibilité, mais aussi de la difficulté à identifier les cybercriminels. Plusieurs initiatives se mettent en place pour améliorer la lutte contre la cybercriminalité. On écoute les détails de Promise Pomebe à travers la voix de Kofi Clégué. L'Afrique de l'Ouest connaît une forte croissance numérique. Elle est aussi exposée aux cybermenaces. Celles-ci concernent les escroqueries en ligne, l'extorsion numérique, les escroqueries aux faux ordres de virement, les rançongiciels et les botnets, avec pour objectif de soutirer de l'argent, des informations personnelles ou de perturber le fonctionnement des services essentiels. Les pays africains sont particulièrement vulnérables à la cybercriminalité en raison de la faiblesse des infrastructures, du manque de compétences et de l'absence de sensibilisation des entreprises et des usagers. Une étude de PVC a révélé que la cybersécurité n'est pas encore une priorité absolue pour la plupart des entreprises africaines. Plus de 90% d'entre elles opèrent sans utiliser les protocoles de cybersécurité nécessaires. Face à ce constat, il est indispensable de mettre en place un cadre de cybersécurité solide et adapté au contexte africain. Cela implique le renforcement des capacités des services chargés de l'application de la loi, le développement des compétences des professionnels et des citoyens, la sensibilisation des acteurs publics et privés aux risques cyberattaques. La cybersécurité est donc un facteur indispensable pour une transformation numérique durable et efficace en Afrique occidentale. Les pays de la sous-région ont le potentiel de devenir un acteur majeur du numérique à condition de se doter d'une stratégie globale et coordonnée de cybersécurité. Lancé en juin 2022, le projet COSO, acronyme de cohésion sociale, visait à renforcer la cohésion sociale dans la région septentrionale du Togo. Cependant, la mauvaise gestion des ressources financières a laissé place à des chantiers abandonnés. Résultat, les populations de certaines localités victimes de la situation se sont démobilisées des travaux communautaires. Le compte rendu avec ce récit de Kofi Clégué. En vue de renforcer la cohésion sociale dans la région septentrionale du pays, un projet a été lancé le 17 juin 2022. Dénommé COSO, Cohésion sociale, ce projet visait la construction de 377 infrastructures communautaires et 27 marchés. Plus d'un an après le lancement du projet, les infrastructures ont de la peine à prendre forme. À mi-septembre 2023, 50 infrastructures ont été réceptionnées. Parmi elles, 43 forages photovoltaïques, 5 bâtiments scolaires et 2 centres communautaires. Pour mesurer l'impact de ces infrastructures sur la cohésion sociale, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, structure chargée de la mise en œuvre du dit projet, a décidé de conduire un diagnostic dans les zones couvertes par COSO. L'enquête, menée en mars 2023, a permis de découvrir les raisons de la lenteur des financements et la démobilisation dans plusieurs localités. Selon les témoignages publiés par le journal L'Union pour la Patrie, les populations se disent abusées. Elles ont aussi révélé que de nombreux centres de santé, d'écoles, de marchés et de points d'eau connaissent des irrégularités dans la gestion des ressources financières des structures communautaires de base. Ailleurs, les populations ont fait aussi cas des chantiers abandonnés sans communication. Ces irrégularités expliquent la réticence de la population à participer aux travaux communautaires. Par ailleurs, COSO est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars et couvre 36 cantons des Savanes, 2 de la Kara, puis 2 de la Centrale. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les personnes en situation de handicap représentent près de 3,2% de la population togolaise. Parmi elles se trouve une catégorie de personnes avec une déficience visuelle. Ces dernières sont souvent confrontées à certaines difficultés, surtout en ce qui concerne le respect de leurs droits. C'est ce sur quoi porte ce reportage de Bernard Canvi. La vie n'est pas aussi rose pour les personnes déficientes visuelles au Togo. Cette catégorie, souvent la plus défavorisée, est confrontée à certaines difficultés sur leurs droits ainsi que sur leur intégration dans la vie socio-politique, économique et culturelle.
Malheureusement, nous constatons que ces personnes dans notre société éprouvent assez de difficultés, notamment les difficultés d'abord pour les enfants à aller à l'école, parce que les écoles ne sont pas accessibles, les écoles n'ont pas le matériel adapté pour prendre en charge tout type d'enfants scolarisables. Les enseignants ne sont pas formés dans ce sens, en langue des signes et en braille par exemple. Et donc, du coup, il y a des difficultés d'accès à l'éducation. Les difficultés d'accès aux soins de santé, parce qu'il n'existe pas une mesure de protection sociale des personnes handicapées visuelles. Du coup, tout est laissé à la charge des parents. Malheureusement, la plupart des parents abandonnent ces enfants en raison des superstitions, des préjugés et de la conception même qu'on a du handicap visuel dans notre société. Parce que ce sont des gens qui sont considérés comme des vauriens, des bouches à nourrir, des éternels à assister, qui ne peuvent pas apporter une contribution. Délaissés par les pouvoirs publics, certains parviennent à une vie digne grâce à leur force de caractère, leur capacité et la volonté d'affirmer qu'ils sont des humains parmi d'autres. Sur le plan de l'emploi, pour ceux qui ont eu la chance quand même d'être formés ou d'être éduqués et d'avoir un diplôme, le système de recrutement n'a pas prévu encore de quotas pour les personnes handicapées. Du coup, ils sont obligés de compétir comme tous les autres et parfois la discrimination aidant, ces personnes sont abandonnées, ne sont pas recrutées. Pire encore pour le secteur privé, où les gens estiment que c'est la rentabilité. La fonction publique a fait quand même des efforts pour que certaines de ces personnes soient recrutées. Mais les derniers concours qui passent ne sont pas vraiment du tout roses pour ces personnes et ils sont laissés à leur compte. Par ailleurs, pour aider la personne déficiente visuelle à se déplacer de façon autonome, la canne blanche est l'auxiliaire de base. Malheureusement, l'acquisition de ces cannes blanches au Togo est un parcours de combattant. Les cannes de couleur blanche sont utilisées par les personnes non-voyantes et les cannes de couleur jaune sont utilisées par les personnes malvoyantes. Et vous pouvez trouver de ces cannes la pliante et aussi la rigide qu'on ne peut pas plier. Et il existe aujourd'hui également des cannes électroniques qui permettent c'est-à-dire à l'approche d'un obstacle de vibrer dans votre main. Dans le commun des mortels, les gens pensent que la canne remplace les yeux. Non, la canne ne remplace pas les yeux. Juste pour pouvoir permettre à la personne de savoir, lorsque la canne cogne quelque chose, qu'il y a un obstacle et il faut contourner. C'est de lancer un appel au gouvernement de mettre en place un cadre qui favorise la reconnaissance de la canne blanche et de son porteur. C'est de pouvoir exonérer l'importation de ces cannes parce que la canne n'est pas produite chez nous. Il faut l'importer et d'exonérer ces cannes-là de sorte que le coût soit moindre parce que le handicap et la pauvreté sont intimement liés. Face à ces défis d'inclusion, il est important de créer des conditions de la participation pleine et entière des personnes vivant avec handicap dans tous les aspects de la vie. Actualité au-delà de nos frontières à présent au Burkina Faso pour commencer, une quinzaine de syndicats burkinabés réunis dans un collectif ont appelé à un rassemblement le 31 octobre prochain à Ouagadougou. Ceci pour protester contre des restrictions de liberté instaurées selon eux par les autorités militaires du pays. Il s'agit principalement de la restriction des libertés individuelles et collectives qui se traduit sur le terrain par des disparitions forcées de citoyens, des enlèvements par des individus armés et encagoulés, des enrôlements forcés, des mesures de fermeture d'organes de presse, a affirmé le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, Moussa Diallo. La communauté a par ailleurs invité les autorités militaires à lever l'interdiction à de manifestations sur la voie publique instaurée au lendemain de leur prise du pouvoir par un coup d'État en septembre 2022. Quittons le Burkina Faso pour le Sénégal où Ousmane Sonko, l'opposant et à nouveau candidat au scrutin présidentiel de février 2024, a annoncé reprendre sa grève de la faim. Une meilleure alternative selon lui, s'agissant des moyens de résistance dont il dispose actuellement pour faire pression.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il souhaite aussi protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin, écrit-il dans son message. L'homme politique veut par cette décision marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique et aujourd'hui privés pour certains de tout contact avec leurs proches pour avoir mené une grève de la faim. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Maître Clédorly, l'un de ses avocats. Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim qu'il avait, selon ses proches, terminée le 2 septembre dernier pour répondre aux appels émanant notamment de chefs religieux très influents au Sénégal. Et alors que l'offensive israélienne se poursuit sur Gaza et que les pistes se multiplient pour épargner au mieux la population de la bande de Gaza, victime en grande partie de cette guerre, Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, s'oppose à un déplacement massif des Palestiniens au Sinaï. Le compte rendu dans ce reportage. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit mercredi contre le déplacement massif de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, y voyant le risque d'un déplacement similaire de la Cisjordanie vers la Jordanie et la fin de la cause palestinienne. Le déplacement forcé de Palestiniens de Gaza vers l'Égypte créerait un précédent inquiétant qui pourrait entraîner le déplacement de Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie. Par conséquent, l'État palestinien dont la communauté internationale s'inquiète pourrait ne pas être établi. Le président Sisi a par ailleurs appelé à une intervention internationale immédiate pour arrêter une escalade militaire dangereuse qui pourrait échapper à tout contrôle. Alors que le monde réclame l'ouverture du terminal de Rafah entre l'Égypte et Gaza, il a redit que son pays ne l'avait pas fermé. Je l'ai réaffirmé, l'Égypte continue de recevoir de l'aide humanitaire. Elle est déterminée à transférer cette aide à la bande de Gaza par le terminal de Rafah, lorsque les conditions le permettront, compte tenu du fait que l'Égypte n'a pas fermé le terminal depuis le début de la crise. Mais les développements sur le terrain et les bombardements répétés par Israël du côté palestinien du terminal ont empêché les opérations. Peu de temps après son intervention, des milliers d'Égyptiens sont sortis dans différentes villes du pays en solidarité avec Gaza, selon des images diffusées par des médias locaux et sur les réseaux sociaux. Dans d'autres villes d'Afrique du Nord, des manifestations pareilles ont eu lieu. C'est donc tout pour l'actualité de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.